Bon, alors le modèle ricardien, basé sur les avantages comparatifs puis l'échange commercial, et tient la route dans son ensemble. Donc, même dans des études empiriques, quoi qu'il y a beaucoup de nuances, là, évidemment, comme toujours dans ces choses-là, mais en moyenne et à long terme, les avantages comparatifs aident les pays et les économies à améliorer leur niveau de vie matériel. Par contre, il y a des limites à ce cadre théorique-là. Donc, pour plusieurs raisons. Premièrement, ben, ça, c'est pas vraiment une limite, mais je veux juste le dire. Pour qu'il y ait des gains assez intéressants au niveau des échanges commerciaux, il faut évidemment que les différences de coûts de renonciation soient assez importantes et que les coûts du commerce international, incluant le transport, et là on pourrait même ajouter les externalités là-dedans, donc le fait que le transport coûte en environnement, tu sais, sont, malgré tout ça, que ça continue à être avantageux pareil. Tu sais. Donc ça, c'est sûr qu'il faudrait enrichir le cadre et effectivement, il y a des cadres en sciences économiques qui l'ont fait. Ensuite, on dit qu'il y a des gains, mais des gains nets agrégés en moyenne en général. Mais il y a toujours des perdants, n'est-ce pas? C'est très, très rare qu'il n'y ait pas de perdants, surtout à court moyen terme. Et donc, par exemple, si vous vous ouvrez au commerce, je ne sais pas, moi, mettons que tu as des producteurs, je ne sais pas moi, de bière domestique et on ouvre le commerce à toutes les bières internationales alors que c'était totalement fermé avant. Il y avait des quotas puis même des grosses taxes à l'importation de bière. Bien, les producteurs domestiques de bière, ils ne seront pas contents. Et ils vont perdre. De la même façon, par exemple, lorsqu'on a ouvert notre commerce au textile, les pays industrialisés, bien, on avait avant des tarifs douaniers via des accords multifibres qui protégeaient le secteur textile des pays industrialisés. Et lorsqu'on a éliminé ces choses-là, bien évidemment, ces producteurs-là et leurs employés, n'est-ce pas, et tout ce monde-là, ont perdu leur emploi, il y a eu des ajustements importants, tout ça. Donc ça fait que ça peut causer des chocs d'ajustement, on va dire, au commerce, qui peuvent être non négligeables, n'est-ce pas? Et même des fois chambranler, comme un peu causer des ajustements importants au niveau social, qui n'est pas juste économique. Ensuite, il y a des lobbies, mais ça, ce n'est pas vraiment le cadre ricardien, mais c'est un élément de réalité, on va dire. Justement, il y a des lobbies, c'est-à-dire des groupes d'influence qui vont pousser les gouvernements à ne pas ouvrir au commerce international ou à ouvrir, c'est selon, au commerce international selon leurs propres intérêts sans tenir compte des intérêts de l'ensemble de la société. Alors, les lobbies, c'est un des gros problèmes, évidemment, de plusieurs sociétés. C'est que ils militent pour leurs propres bénéfices et non pour l'ensemble de la société. Et ça peut donner des politiques sous-optimales. Et donc, il y a plusieurs éléments là, qui font que donc, les coûts d'ajustement, les chocs à certains secteurs, les perdants. Et donc, les gains nets pourraient être évidemment dans l'ensemble de la société se retrouver en prospérité, donc plus de revenus de taxation, par exemple, entre autres, pas juste ça, mais entre autres, qui peuvent être réalloués aux perdants du commerce international pour ajustement structurel, par exemple, ces choses-là, les aider à s'ajuster, n'est-ce pas, à la nouvelle structure de l'économie. Donc, les chocs d'ajustement, l'existence de lobbies peuvent empêcher les choses d'avancer. Il faut des assez grandes différences de coûts de renonciation. Évidemment, les externalités, donc la pollution, tout ça. Et une autre affaire, c'est les économies d'échelle. Donc, il se peut qu'en ce moment, mon coût de renonciation de mon pays est pas concurrentiel, on va dire, donc pas bas. Mais si je produisais à grande échelle en fournissant le monde entier, j'aurais peut-être le coût de renonciation le plus bas de la planète à cause de différents effets d'échelle. Donc, le volume de production qui augmente, qui diminue le coût de production. Ça le fait pour tout le monde, évidemment, mais peut-être que ça le ferait différemment par économie. Et donc, parfois, il peut sembler que ce n'est pas bénéfique pour une économie de participer au commerce international dans un certain truc
parce que son coût de renonciation est trop élevé, par exemple, ou pas être exportateur. Mais s'il produisait plus, donc au début, il pourrait être isolé, n'est-ce pas? Donc produire plus, augmenter son volume de production, produire plus en augmentant son volume d'exportation, et là, soudainement, il deviendrait concurrentiel au niveau du coût de renonciation. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça qui font en sorte que, par exemple, vouloir gravir les échelons de la valeur ajoutée. Donc, ça aussi, évidemment, il y a certains pays qui veulent peut-être avoir des industries à effet de débordement, c'est-à-dire effet structurant, donc qui ont des effets sur d'autres trucs là, dans l'ensemble de la société que juste le secteur en question. Que ça peut paraître pas intéressant au niveau du coût de renonciation et du modèle simple ricardien de participer au commerce international, mais finalement, c'est bon quand même de le faire pour eux et de produire ce truc-là plutôt que de l'importer pour ces raisons-là. Okay? Donc, il y a plusieurs failles ou nuances à apporter au modèle ricardien, mais quand même, le message général est vrai et tient la route même dans les études empiriques. Le commerce international en moyenne et à long terme favorise la prospérité et le niveau du matériel et réduit donc les difficultés économiques à long terme.